Alors, le rapport entre les élections de Trump, entre l'événement des BRICS et nos impôts en France, donc qui montent en exponentiel. Oui, il y en a un. Et ce rapport, donc, ben, c'est l'argent. Mais l'argent pas tel que donc on se l'imagine, non, non, je dis l'argent tant qu'un outil pour dominer le monde. Et donc, je ne veux pas vraiment parler de l'argent même, mais des outils donc, que l'argent utilise pour dominer le monde. Enfin bref, je veux vous rencontrer l'histoire de l'argent, mais à travers donc ce prisme-là. Non, il y a d'autres histoires donc sur l'argent qui existent déjà, notamment donc il y a une superbe conférence d'Idriss Aberkan, voilà. Donc il vous raconte toute l'histoire de coquillages, de monnaie, du fait que à un moment donné il fallait bien changer des trucs et tout ça. Non, 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 je veux pas vous parler de ça. Je veux pas vous parler non plus donc de tout ce qui est donc démocratie, la liberté, la civilisation et tous les blablabla. Non, 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 moi je vais prendre une approche, je dis technique, voilà, purement technique. Comment donc est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Et donc pour ça, je vais quand même aussi rebobiner un peu pour aller donc en arrière, pour voir donc comment est-ce que tout ça, ça a démarré. Parce que, vous savez, donc avant, l'argent, c'était ça. Ah oui, c'est joli comme brille, ah oui. Sauf que ben là, c'est des centimes, hein, désolé. Mais enfin, c'est joli quand même. Mais avant, donc à l'époque, c'était des petites pièces d'or. Donc les gens se baladaient avec ça. C'était pas très pratique, non, non. Oui, ben, les Templiers, à un moment donné, ils ont inventé des espèces de lettres qui faisaient qu'à un moment, vous déposez l'or dans un endroit, donc la banque, elle vous fait une jolie petite lettre, et vous allez dans un autre endroit et vous le récupérez. Les Templiers, c'était très bien, mais c'était pas vraiment de l'argent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas de couper un petit bout de votre lettre et d'aller dans une brasserie, non. C'était, je veux dire, c'était comme un carnet de chèques. C'était quelque chose qui était donc, qui ressemblait à ça, mais pas l'argent à proprement parler. Le premier argent était inventé par tada, des Anglais, la Grande-Bretagne. Et c'était donc fin du XVIIe siècle. Voilà. Tout fin du XVIIe siècle. Je crois que c'était en 1698. Voilà. Et c'était une idée géniale. Non, mais c'est vrai, l'or, c'est bien pratique. Mais bon, déjà, donc, il faut l'extraire, il faut déjà l'avoir, le trouver, l'extraire, le purifier. Enfin, vous voyez, il y a toute une procédure avant donc, de faire des pièces. Alors que l'argent au billet, vous l'avez qu'à imprimer et de promettre à tous les gens que ben, cet argent-là, c'est la même valeur que les pièces d'or. Ça a pris du temps, d'accord, mais bon, à un moment donné, donc, il promettait à toute personne qui venait à la banque d'échanger les billets contre l'or, pour que les gens aient confiance en leur monnaie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les gens, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus pratique de se balader plutôt donc avec une valise donc de remplie de billets de 100 dollars plutôt que transporter un camion rempli d'or. C'est vrai. Parce que ça prend quand même pas beaucoup de place, les billets. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont inventé ça, donc les Anglais, et ils se sont dit que ben, finalement, la probabilité que tout le monde, donc qui ont les billets, viennent à la banque pour échanger contre l'or, je veux dire, il est assez moindre. Donc ils se sont dit, pourquoi n'a pas imprimé un peu plus? Et donc, c'est les premières qui ont inventé donc la machine à faire donc la planche à billets. Et ça les a permis donc d'avoir des bateaux, des armes, des soldats et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'ils ont inventé l'idée, mais les autres, ils voulaient la suivre. Mais non, ça marche pas. Parce que s'il y a plusieurs pays donc, qui fonctionnent exactement pareil, personne ne fait confiance aux billets. Non, il n'y a qu'un seul pays, à la limite deux, qui fasse ça. Il faut les autres, donc ils restent au même principe. En tout cas, s'ils commencent à imprimer leurs billets, il faut que seul billet de référence, donc seule monnaie de référence, donc il n'y a qu'un seul pays qui les possède. Voilà. Donc c'était la Grande-Bretagne. Alors, vous savez que donc à l'époque, les grands pays, donc les pays qui se sont enrichis, c'était les pays qui avaient accès à la mer. Je dis en Europe. Donc je dis les Portugais, les Espagnols, les Français, enfin tout ça. Oui, ils ont allé, donc ils ont pris les bateaux, ils allaient prospecter ailleurs. Voilà. Donc c'est là, donc ils ont emmené la civilisation donc aux sauvages là-bas, et c'est pour ça qu'en Amérique, les gens parlent tous des langues européennes. Voilà, c'est comme ça. On ne sait pas lesquelles langues ils ont parlé avant, mais on s'en fiche parce que c'était pas fait partir, comment dire, c'était pas dans l'histoire. Ils n'existent même pas avant. On les a découverts et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commençaient à exister. C'est comme ça avec les Indiens d'Amérique aussi, mais on ne sait même pas comment ils s'appelaient à l'époque, parce que je veux dire, c'est nous qui avons décidé qu'ils s'appelaient comme ça. Mais bon, je m'éloigne. Je vais essayer de rester, comment dire, concentré, synthétique le plus possible. Bon, bref. Donc,
Donc, bah, c'était des pays qui sont enrichis et ils étaient, comment dire, riches à peu près d'une façon, je dirais, égale, sauf que les Anglais, ils ont inventé donc le billet. Et comme les autres voulaient donc faire pareil, ben, on démarre les guerres. La France notamment et donc et la Grande-Bretagne. Voilà, je dis. Oui, bah, c'est comme ça. Et les guerres, parfois, ils ont des raisons, je dis, pécuniaires. Et on arrive donc, on va dire le temps passe, on arrive à la fin du 18e. Mais qu'est-ce qu'on a en fin 18e? Ben, on a les Américains là-bas, donc la colonie de la Grande-Bretagne, qui décident d'avoir leur indépendance. Attention, c'est l'indépendance donc à l'intérieur du même système. Donc c'est donc les mecs de Grande-Bretagne ou plutôt d'Irlande, je crois, qui sont arrivés là-bas, qui se sont donc installés et qui ont dit on n'a plus envie de partager. Les gens qui étaient là-bas à la base, on les a rien demandé. Donc il faut pas mélanger les deux. Donc on va dire une colonie mais qui est devenue autonome, qui ne s'est pas libérée. C'est pas la même chose, d'accord? Voilà. Donc ils ont décidé là-bas donc de devenir autonomes. Les Français, contents de nuire aux Anglais, ça va de soi, décident d'aider les Américains. C'était une, mais alors, arnaque du siècle, en tout cas pour la France. Ici, faillite énorme, énorme. Parce que vous voyez, les Américains, eux aussi, ils ont imprimé leur argent. Sauf que leur argent, donc, ben, déjà, ils l'ont imprimé un tout petit peu trop rapidement, donc c'était très facile à faire donc des faux billets. Donc, bien sûr, ça a perdu très vite la valeur, mais surtout, leur argent n'était pas échangeable contre l'or. Non, non. Il était donc, c'était comme un crédit pour le futur gain de gouvernement américain. Voilà. Donc, les Français, ils ont prêté de l'argent, ils ne se sont jamais fait rembourser. Voilà. Vous connaissez Beaumarchais? Pas le magasin, non, non, l'écrivain. Les Figaro, le mariage de Figaro, tout ça. Donc, vous savez qu'à la base, c'était un investisseur. Et donc, il a investi toute sa fortune dans les armes qu'il a envoyées donc là-bas. Et donc, il a fait faillite. Voilà. Aujourd'hui, on se rappelle de lui comme d'un grand auteur. Peut-être que, je sais pas, 500 ans plus tard, on se rappellera aussi de Bruno Le Maire comme d'un grand écrivain, en omettant totalement le fait que c'était donc un ministre des Finances. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, je n'ai pas lu ce livre, désolé. Peut-être que c'est des chefs-d'œuvre, mais bon. J'en doute un peu. Enfin, bref, je m'éloigne encore une fois, donc je me recentre. Donc, les Américains ont essayé, ils n'ont pas arrivé. Donc, très rapidement, ils sont revenus donc à leur pied son argent, tout ça. Alors, et donc, c'est toujours la Grande-Bretagne qui possède donc le monopole de billets imprimés et donc qui possède la richesse. Bon, ça dure pendant quelques temps. Et donc, on a une autre surprise, on va dire 100 ans après, qui s'appelle les Allemands, l'Empire allemand. Parce que je vous ai déjà dit, donc c'était les pays qui étaient donc qui avaient l'accès à la mer, qui possédaient les comment on appelle ça, les colonies. Voilà. Les Allemands, bon, non, ils n'avaient pas accès à la mer, donc ils n'avaient pas de colonies. Mais là, donc ils font donc fin 19e, donc une guerre donc aux autres là, ils le gagnent et ils réclament leur part du gâteau. C'est-à-dire qu'ils disent tiens, on veut avoir des bouts d'Afrique là-bas. Et on a une nouvelle invention qui tombe drôlement bien, donc juste en ce moment-là, on invente le train. Ouais, c'était génial. Pour les Européens, c'était moins génial pour les Africains parce que c'est donc l'invention de train qui a permis donc d'aller prospecter, on va dire, à l'intérieur. Parce qu'avant, donc l'Afrique, bah, on chipotait donc sous les bords, il y avait donc la mer, mais ils s'aventuraient pas trop à l'intérieur. Ah ben les sauvages, on sait jamais. Donc quand ils ont inventé les trains, waouh, on a découvert donc ben, la volée de Congo. Génial. Voilà. Donc les Allemands sont aussi devenus un empire. Voilà. Mais bon, en ce moment-là, donc, juste avant, j'ai oublié d'en parler d'un petit détail, donc c'était les guerres de Napoléon. Vous savez donc qu'il y a une famille en Europe qui a inventé donc les systèmes bancaires, on va dire internationaux. Donc, c'est des Rothschild. Et ils font partir donc d'une communauté, d'un peuple dont il ne faut surtout pas prononcer les noms, donc en tout cas sur les médias français, sinon je veux dire, c'est comme Voldemort. Voilà. Disons juste que c'est le peuple élu. Voilà. Et donc, bah, oui, il se trouve que les gens faisant partir de ce peuple élu, donc ils ont inventé, pas le système bancaire international, d'accord?
Et ça les a permis de s'enrichir, et notamment donc justement aux guerres napoléoniennes. Parce que quand donc il y avait la Révolution, on se trouvait donc avec la fameuse dette grâce à la liberté donc des autres là, de nos amis alliés. Donc la dette, donc ils ont jamais remboursé. Mais bon, encore une fois, je ne fais pas la reporter sans ficelle, attention. Donc les guerres napoléoniennes, il fallait bien remplir les caisses de l'État parce que je dis, il y en avait plus. Parce que les assignats, ça n'a pas marché. Oui, les assignats, c'était donc les mêmes principes que donc leur dollar. Ils ont donc sur l'éventuelle vente donc des biens d'église, ils ont imprimé les paplards, ils ont vendu tout en même temps, ça a perdu donc la valeur, donc il y a plein de gens qui ont fait faillite. C'est en ce moment-là d'ailleurs que la France a devenu un pays laïque. Ah bah oui, on ne peut pas confisquer les biens d'église sans être laïque, normal. Okay, c'est toujours l'histoire du pognon, mais bon. Bref, donc ben le Napoléon, donc qui était l'empereur et donc qui a fait rentrer les sous dans l'État et tout, ben c'est pas lui qui possédait son argent, c'est donc des Rothschild déjà. Voilà. Et c'est donc grâce aux guerres napoléoniennes qu'ils ont donc fait une énorme fortune. Et donc, je vais par la suite, donc le train, l'invention, l'industrialisation. Voilà. Vous savez, il se trouve que ben on a deux mondes, donc on dit l'ancien et le nouveau. L'Europe, donc toutes ces colonies-là, dans lesquelles elle gagne de l'argent. Mais elle ne les dépense pas là-dedans. Non, parce qu'elle n'a aucun intérêt que ces pays-là évoluent. Non, parce qu'à un moment donné, ils voudront demander leur, je dirais, indépendance, tout ça. Non, 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 il faut qu'ils restent donc opprimés et qu'on leur explique que donc c'est pour leur bien, c'est la civilisation et tous les soins, d'accord? Donc, eux, ils gagnent de l'argent là, mais ils l'investissent chez eux, d'accord? Donc, ils investissent donc, notamment dans l'industrie, mais aussi, donc, on va dire, dans les châteaux, dans les bijoux, dans le luxe, dans tout ça, d'accord? Ils vivent super bien, donc, sur l'argent et d'eau des autres. Mais les Américains, eux, donc, on va dire que leur colonie, elle est sur place. Enfin, je dis pas leur colonie, mais dans le sens que, donc, c'est donc là-bas qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est aussi là-bas qu'ils l'investissent. Ce qui permet que, vous voyez, c'est un peu, ben, ça facilite, on va dire, l'industrialisation de leur petit pays là-bas. Et à un moment donné, donc, ils commencent à en produire plus que qu'ils peuvent consommer. Ils disent, tiens, ben, il faut qu'on arrive à fourguer tout ça à quelqu'un, mais à qui est-ce qu'on peut le faire guer? Ben, je sais pas, ben, quelqu'un qui a de l'argent, eh ben, tiens, aux Européens. Ah, ben oui, mais les Européens, ils en fabriquent le leur de trucs là. Donc, comment faire, comment faire, comment faire? Et là, comme par hasard, tout au début donc du XXe siècle, on crée une réserve fédérale. Attention, une boîte privée n'a rien à voir avec les Américains. Elle se situe donc là-bas, mais non, non, non. Le dollar, c'est pas une monnaie américaine, c'est une monnaie de réserve que les Américains utilisent, d'accord? Nuance. Voilà. Donc, ils créent là-bas donc la réserve fédérale, voilà. Et 2 ans après, une première guerre mondiale en Europe. Le hasard fait bien les choses, hein, quand même. Voilà. Ouais. L'Europe est complètement donc dévastée, surtout l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne donc qui, grâce au train et donc qui fait que donc c'est devenu un empire. Et, je veux dire, c'était quand même, je dirais, c'était le pays qui s'en sortait le mieux. Voilà. Donc là, et donc même la France et l'Angleterre qui sortent, on va dire, gagnants de Première Guerre mondiale, sont obligés donc acheter la camelote de là-bas. Et donc, à ce moment-là, comme ça, j'ai ce moment flottant, ben, c'est le dollar qui devient la monnaie de référence. Donc, il empiète un peu sur, je veux dire, sur les pas de fonte. Oui, 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 oui. Donc, je veux dire, c'est du fonte qui est là-bas, donc qui va être échangé contre le dollar pour après d'être échangé contre l'or. Et pas le contraire. Parce que le contraire, c'est donc la monnaie donc, de la Grande-Bretagne était échangeable contre l'or, en tout cas achetable. Donc, seul Londres avait donc la bourse. Et là, on a une nouvelle bourse qui apparaît à New York. Voilà. Mais les Américains, donc, c'est un peu comme les ados. C'est un peu grand, un peu fort, mais un peu jeune. Ils se sentent tout puissants, invincibles, mais ils font quand même toujours des bêtises, je sais pas, par manque d'expérience ou par comment dire, les envies de grandeur, peu importe. En tout cas, je veux dire, très rapidement, ils provoquent une crise là-bas, donc la crise de 29, et donc, on va dire, leur hégémonie monétaire n'a pas duré très très longtemps. 8 ans à peine, voilà. Que faire, que faire, que faire, que faire? Et là, encore une fois, on ne sait pas comment ça se fait, mais les Allemands, qui étaient un pays totalement ruiné, mais totalement, d'un seul coup, se mettent à petit se réarmer, et les autres, ils disent rien.
Alors le PMSE se remet à se réindustrialiser, tout ça, comme ça. Et, une chose intéressante, il commence, on ne sait pas pourquoi, détester des gens issus de peuples élus. Non, ben c'est vrai, ils pouvaient détester n'importe qui, des Finlandais ou je sais pas, des Algériens ou des Russes, tiens, pour changer, vous voyez. Non, ils pouvaient, non, non, ils commencent à détester ces gens-là. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ça leur permet de confisquer tous les biens de cette fameuse famille qui faisait l'ombre là-bas. Encore une fois, le hasard, le hasard, le hasard. Faut pas chercher plus loin. Voilà. Donc, la seule branche familiale donc qui s'en sort, c'est celle donc qui est en Angleterre. Voilà. C'est peut-être pour ça que les Anglais ont soutenu De Gaulle, parce que les Américains, ils avaient tout autre projet pour la France. Oh non, non, ils voulaient donc, ils considéraient, attention, je dis bien les Américains considéraient la France donc comme le pire de collabos et ils disaient qu'il fallait autant d'avoir des bases donc américaines chez des Allemands qu'en France. Voilà. Et c'est donc la Grande-Bretagne qui ont dit, bon écoutez, on vous aime beaucoup, mais quand vous êtes de l'autre côté de l'océan, de vous avoir juste là comme ça, avec la Manche seulement à traverser, ça ne nous plaît pas tellement. Donc ils ont protégé De Gaulle, voilà, et, euh, et c'est des Russes donc qui ont reconnu, les premiers reconnus donc le gouvernement en exil et qui ont mis la France parmi les gagnants en leur donnant son droit de veto. Voilà. Un petit détail qu'on oublie de temps en temps, mais quand même qui n'est pas rien. Voilà. Et donc c'est aussi les Russes qui ont donc aidé aux France à développer leur nucléaire. Voilà. Ils avaient besoin d'avoir une France donc on va dire souveraine avec une voix donc singulière qui était donc portée en intermédiaire entre les deux. Voilà. Et ben, la Grande-Bretagne, ben, disons qu'ils l'ont accepté comme un mal nécessaire parce que oui, eux aussi, ils avaient besoin de faire un peu le barrage avec leurs chers amis là-bas. Parce qu'encore une fois, c'est deux visions différentes. La Grande-Bretagne, elle vit à travers du pognon, à travers le marché, à travers la spéculation. Les Américains, bon, c'est plutôt, je veux dire, c'est un pays fort et c'est plutôt un pays d'industrie. Sauf que les autres, là, avec leur pognon, ils ont mis leur tête à claque un peu partout, même là-bas. Eh oui, bah oui, c'est une nouvelle, mais je veux dire, c'est pas eux les têtes pensantes, voilà, malgré les apparences. Bref, donc, on en est où là? Ah oui, donc on est déjà au fait que ben, ouais, les dollars deviennent la monnaie de référence. On l'impose à tout le monde. Les Français au début, ils hésitaient un peu, mais bon, comme on venait donc leur sauver, mais parce que donc il y avait cette conférence je sais plus comment on appelle ça, dans cette petite ville là où on décide que donc le dollar devient donc la monnaie de référence pour tout le monde. Donc les Russes, ils ont dit non, les Français ont hésité. Donc, du coup, on est venu les libérer, voilà, et on a rasé la moitié de France pour leur bien. Du coup, ils étaient obligés d'emprunter de l'argent pour reconstruire et donc signer tous ces papes-là. Donc De Gaulle, oui, il était obligé d'accepter donc le dollar, mais attention, il a insisté sur le fait que la France a sa propre monnaie, d'accord? Voilà. Et quelque temps après, quand le dollar a perdu la moitié de sa valeur, parce qu'encore une fois, c'est les grands ados, tu leur confies un truc, ils font n'importe quoi. Donc, même un instrument aussi génial, ils ont réussi à les foutre en l'air. Bref. De Gaulle, donc fin des années 60, quand le dollar a perdu la moitié de sa monnaie, donc sa valeur, il a dit, écoutez, on fait comme ça, donc je mets tous vos dollars dans le bateau, je vous l'envoie et vous m'emmenez mon or, mais s'il vous plaît, au prix auquel donc, ça a été donc pendant la signature. 2 fois plus cher que c'est maintenant, d'accord? Voilà. Les autres, ils ont essayé de faire pareil, donc en gros, en très peu de mois, on a sorti donc de là-bas plus de 3 tonnes d'or, voilà. Vous rajoutez à ça donc la guerre en Vietnam et tout ça, donc vous voyez, je dis, leurs affaires n'étaient pas super. C'était donc fin des années 60. De Gaulle, ben, comme par hasard, il a eu droit à sa petite révolution de couleur, voilà, le mai 68, voilà. Et très peu de temps après, il est mort. Non, mais c'est bizarre. Dès que vous avez des gens qui veulent pas, donc, ça porte la poisse. Je crois que ça porte la poisse. Alors, tous les gens qui ont refusé le dollar, je sais pas. Ils ont tous disparu de ce monde. Je sais pas. Il doit y avoir un truc comme ça. J'en sais rien. Enfin, bon, peu importe. Ce que je veux dire, donc, là, ils ont réussi à rater même cette super affaire. Alors, donc, il fallait trouver une autre solution. Parce que comme ils ont plus d'or, ben, les gens disent, bah, écoute, ton dollar, ça sert plus à rien. Alors, donc, ils ont inventé le pétrodollar. Mais, le pétrodollar, ça ne peut fonctionner uniquement
si vous avez une super système de surveillance dans le fait que vous devez être sûr que tout le monde donc commerce avec votre monnaie. Voilà. Et donc, le système SWIFT. Voilà. Donc, on invente le système SWIFT juste en ce moment-là. Parce que, par exemple, même si vous dites que vous devez vendre votre dollar, donc juste avec cette monnaie-là, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y aura pas donc de petits accords un peu occultes entre des petits pays comme ça qui disent, tiens, moi j'ai des bananes, toi tu as des pommes, on va s'arranger. Non, non, non. Il faut que tout le monde commercialise avec le dollar. Il faut que le dollar, comme le de Soros, surveille tout partout. Qu'elle puisse donc non seulement surveiller, imposer ou coller des sanctions pour les gens qui sont pas sages, et en plus donc si possible, s'il y a des gens, parce qu'il y avait des pays qui se sont dit, bon, là, ça nous plaît pas tout le monde, donc on aimerait bien revenir à l'ancien système. Donc, un système, nous, on a notre argent, notre or, et donc on dit que notre argent est garanti par notre or, et nous, on commence à faire notre commerce avec notre tout. Non, 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 ça n'a pas marché. Donc là, encore une fois, non seulement donc ça leur a porté la poisse, mais en plus, ils sont devenus donc dictateurs sanguinaires et où on leur donc fait la révolution de couleur, où on les a carrément rasés du sol. Les Libyes, l'Irak, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Bref, donc les systèmes SWIFT, c'était une invention, mais géniale. Voilà. Bon, oui, ça pouvait être encore une fois bien, sauf que les Américains, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils inventent un truc. Enfin, je dis les Américains ou les Anglais, enfin, je dis des financiers, il faut qu'ils inventent un truc. Parce qu'ils ont dit oui, mais ça va pas assez vite. Surtout le commerce, d'accord, on le surveille, mais bon, on aimerait bien, je dis, inventer encore un truc comme ça. Oui, ben ils avaient plus le droit tellement d'imprimer de l'argent. Non, parce que je veux dire, on a dit, écoutez, d'accord, on veut bien continuer donc à faire du commerce avec votre argent, mais vous tenez au carreau, vous imprimez pas plus que ça. Ils ont dit oui, d'accord. Donc, mais il fallait quand même trouver un moyen. Et ils ont inventé un moyen, donc à l'aide d'un nouveau outil qui venait d'arriver, l'informatique. L'argent, il passe donc de billets au, donc, au, à une petite ligne d'écriture sur le petit écran. L'argent devient totalement dématérialisé. Ce qui fait que les banques, donc, qui n'ont pas le droit d'imprimer de l'argent, mais qui peuvent le produire à partir de rien. Les fameux subprimes. Donc, j'ai une banque, quelqu'un vient me déposer 1000 euros. D'accord. Il ne me le dépose pas en argent, non, non, c'est juste une petite ligne, voilà. Quelqu'un d'autre vient et qui me demande d'emprunter ces 1000 euros. Donc, je dis, oui, d'accord, je te le prête. Voilà, je te le prête, je vais avoir des sous qui rentrent. J'ai quelqu'un d'autre qui vient et qui me demande aussi 1000 euros. Je dis, bon, a priori, je les ai pas, mais bon, personne ne le sait. Alors, je vais le prêter 2 fois. Et après, je me dis, bon, ça craint un peu, donc je vais essayer de les prêter, on va dire 10 fois. Comme ça, la probabilité que les moitiés me remboursent pas, il y a toujours l'autre moitié qui me rembourse pas, et donc je peux retrouver avec mes frais donc, de 1000 euros initial, je prends pas trop de risques. Donc, ces petits salopios, ils commençaient à emprunter de l'argent qui n'existe pas. Donc, ils empruntaient de l'argent qui n'existe pas, avec lesquels les gens achetaient des choses que eux, ils étaient bien réels, d'accord? Donc, c'est comme s'ils empruntaient de l'argent, sauf que, ni vu ni connu, ah non, c'est un prêt. Voilà. Donc, il y avait des fausses écritures, tout ça, mais bon, encore une fois, passons. Donc, c'est leur petite soupe interne. Et donc, pour que ça se voit pas trop, donc, et puis la mondialisation, tout ça, donc, ils commençaient à faire des groupements de banques, tout ça. Mais parce que vous savez quoi? Donc, il y a des pays, comme la France, par exemple, dans lesquels il n'y avait pas, donc, les banques, donc, ils n'avaient pas le droit de prêter plus d'argent que ce qu'ils avaient, donc, en dépôt. Voilà. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a 12 ans, c'était encore comme ça. Voilà. Et donc, une fois qu'ils sont rentrés dans les groupements à l'étranger, machin, tout ça, donc, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et donc, les mecs, ils commençaient donc à prêter de l'argent, donc la même somme d'argent en plusieurs fois, donc les autres, ils commençaient à acheter des trucs, et les banques, ils se sont dit, tiens, ici, cet argent-là, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas emprunter, ça va se voir. Donc, ils ont dit, il faut qu'on arrive, donc, ils l'éliminer, un peu comme le dollar qu'on imprime, qu'on élimine un peu partout dans le monde en créant l'inflation. Là, ils se sont dit, il faut qu'on arrive donc à nous débarrasser de ces super prêts. Et ils ont dit, tiens, on a qui créer donc des espèces de produits financiers et les balancer au marché. De dire, voilà, c'est un super investissement, je vous vends donc un paquet, donc vous investissez là-dedans et ça va vous rapporter donc tous les mois des pourcentages, comme les pourcentages de frais. Donc, il y a des gens qui ont acheté. Donc, du coup, la banque, elle a fait rentrer donc le vrai argent en échange de ces foireux crédits. Voilà. Et ça marche tellement bien qu'ils ont dit, pendant qu'à en faire plein de crédits. Ils commençaient à prêter de l'argent même aux gens qui n'avaient pas d'argent. Ils ont dit, toi, tu es une mère, 3 enfants au chômage, tu as besoin d'une maison, achète, on s'en fout de remboursement. Et après, donc, ce crédit-là, il le refilait à quelqu'un d'autre.
À un moment donné, on en fait, on sait pas s'arrêter, c'est comme ça, c'est les ados. Donc, ça a explosé. Voilà, ça épouffe pas là. Donc, les gens qui ont acheté les maisons qui ne peuvent pas les rembourser, donc ils ont retrouvé dans le rue, mais ça, on s'en fout, c'est du peuple. Les investisseurs, bon, pareil, on va dire qu'ils se sont, comment dire, vous avez pris des risques, on vous a bien dit que c'était donc risqué, donc les investisseurs, ils ont fait faillite. Mais des banques, pareil, je veux dire, on peut pas les fermer parce que s'il y a les systèmes bancaires s'écroulent, comment on fait? Donc du coup, on a imprimé de l'argent pour mettre l'argent dans les banques parce qu'il fallait bien compenser tout cet argent qu'ils ont prêté. Donc on revient toujours au même. L'argent qui n'existait pas, que les banques ils ont fabriqué en fabriquant des faux crédits, en prêtant de l'argent avec tout le monde, avec lesquels les gens achetaient des vraies choses, et ils étaient remprimés pour renflouer ces mêmes banques. Donc, l'inflation, les crises, on se la tape encore aujourd'hui. Voilà. Sauf que, il se trouve qu'il y a des gens, voilà, dans le monde, qui ont remarqué un peu ce petit manège. Voilà. Par exemple, Poupou. Poupou, vous savez qu'il a donc une double doctorat en économie. Voilà. Tout le monde sait que c'est un guibiste, mais on ne sait pas qu'il a fait des études d'économie. Non, mais c'est le monde dans l'envers. On a donc là-bas des sanguinaires dictateurs qui font des doctorats en économie, et en France, on a donc des financiers qui font des doctorats en lettres. Enfin, bref, bon, peu importe. Encore une fois, je me rééloigne, je suis désolée. Bref, donc, c'est foireux. Voilà. À un moment, donc, Trump arrive au pouvoir, juste à ce moment-là, il arrive au pouvoir, et là, il dit non, le mec, non, ça va pas, là. Il dit non. Donc, il dit que les banques, il faut que ce soit bien surveillé, bien contrôlé, on n'a plus le droit de faire tout ça. Bon, ça va. Après, donc, il y a des démocrates qui sont arrivés, qui ont dit non, c'est bon, on va relâcher un peu tout ça, mais quand même, je dis, c'était un peu plus compliqué. Donc, il fallait trouver une autre astuce pour faire de l'argent à partir de rien. Parce que de faire des investissements, comme c'était toujours le cas, donc là-bas, chez nos amis alliés, de faire des investissements dans l'industrie, dans les réelles choses, c'est long, vous voyez, ça rapporte pas tout de suite. Alors que là-bas, eux, ils voulaient de l'argent rapide. En plus, ils ont trouvé un truc génial là-bas, donc je veux dire, ils ont pris des caisses de retraite, ils ont dit, tiens, cet argent-là, il dort, on n'a qu'à le prendre et le fructifier, on va faire. Bon, ils ont tout dépensé, tout bazardé, donc du coup, ils ont plus de quoi payer les retraites. Alors, ils ont trouvé cette idée géniale de dire, on a que donc faire. Les Européens, on leur augmente l'âge de retraite, et du coup, donc, eux, ils vont cotiser dans les caisses, si possible américaines. Du coup, ça va permettre de payer des retraites là-bas, et le temps que les autres, ils se réveillent, voilà. Il y aura les changements de politique, de machin, tout ça, on va oublier, on va dire, les caisses sont vides, débrouillez-vous. Voilà. C'est un peu le principe. Mais bon. Bref. Comment faire l'argent alors que on peut plus l'imprimer, hein, on peut plus faire des crédits pour rien. Et comment donc, dans quoi on peut investir pour que ça rapporte tout de suite et qu'on n'attend pas trop. Et surtout qu'on prend pas trop de risques. Ah oui, parce qu'à un moment donné, les investisseurs, oui, c'est ça. Hein. Parce que on arrive, les banques, ça devient inutile. Donc du coup, on crée des boîtes d'investissement, un peu comme BlackRock, vous voyez, des grosses boîtes d'investissement. Et ils travaillent directement avec la réserve fédérale. Donc, les banques, on a dit, bon, ça ne nous intéresse plus. Donc, en quoi on peut investir? On va pas dépenser trop d'argent, donc, dans l'investissement long, mais qui nous rapporte de l'argent maintenant. On a réfléchi, on a dit, tiens, on a qu'à investir dans les États. Et les États dans la dette des États, et surtout dans toute leur infrastructure. Oui, parce que par exemple, les autoroutes en France, un exemple, d'accord? Ils sont déjà construits, d'accord? Ils sont déjà amortis, donc ils ne font que rapporter du pognon. Donc on les vend et on touche du pognon dessus. Et le pays se débrouille. Et c'est comme ça avec tout le monde. Donc on rachète tout, on rachète les pays, on achète toute l'infrastructure et on pise là-dedans. Regardez, donc EDF, c'était génial, hein? C'était une boîte resplendissante, donc qui touchait de l'argent, qui investissait donc dans son infrastructure, donc qui produisait l'uranium, le pétrole, les trucs, les machins. Non, il ne produisait pas les pétroles. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Sauf que on a créé les intermédiaires. L'Europe a décidé que les monopoles c'est fini. Donc on a créé multiples petites entreprises qui touchent donc de l'argent à partir de rien. Donc c'est EDF qui produit, qui vend pas cher, eux ils vendent cher. Et ils ne reversent pas de l'argent là-bas pour qu'investissent dans tout ce qui est donc les nouvelles constructions, l'entretien et tout ça. Voilà. Et ils ont fait ça un petit peu partout, même aux États-Unis.
Parce que je veux dire, c'est pas parce que c'est l'Amérique que c'est forcément donc les Américains, je veux dire les industriels, les Américains de base qui la dirigent. Oh non, parce qu'ils sont très forts là-bas, les Coca-Cola. Ils ont mis leur tête à claque un peu dans tous les pays, là-bas y compris. Et donc là-bas aussi, ils ont commencé à s'enrichir sans investir. Et donc aux États-Unis, là-bas, maintenant, en ce moment, l'infrastructure, elle est, mais alors, en très piètre état. La dette est énorme et il n'y a plus rien qui marche. Voilà. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ils ont dit, oups, il faut peut-être qu'on revoie un tout petit peu tout ça. Voilà. Ils ont dit peut-être qu'il serait bien d'investir un petit coup parce que je dis l'histoire de finance, ça va pas très bien marcher. C'est du pour pour vol et c'est du vol de non seulement donc dans le monde entier, ça on s'en fiche, mais aussi à l'intérieur du pays. Et c'est pour ça que Elon Musk l'a soutenu. Parce que lui, c'est un industriel, vous voyez, je parle de Trump. Lui, il a soutenu parce que lui, il a besoin de faire voler ces trucs dans le cosmos. Et comment les faire voler? C'est il y a les pays désastres. Comment faire marcher ton truc d'internet, tes trucs de machin, faire construire des bagnoles, tout ça. Non, c'est pas possible. Donc il faut une vraie, comment dire, il faut une vraie industrialisation des pays. C'est pour ça qu'ils ont soutenu Trump. Il n'est pas le seul. Donc, vous avez des industriels, on va dire la vieille école aujourd'hui, qui disent non, il faut que l'Amérique redevienne ce pays donc puissant, industriel, donc c'est ce leader mondial, pas hihimon, attention, leader. D'être leader, c'est d'être dans le premier, mais pas unique, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé là. En Europe, en revanche, c'est pas le cas. En Europe, c'est toujours les autres donc qui dirigent. C'est toujours donc le trafic de finances, du pognon, du blanchiment, de tout ce qu'ils voulaient. Et l'affaire donc en Ukraine, ça a rapporté un pognon monstre parce qu'une guerre, mais c'est une mine d'or. Parce que vous voyez, donc même Zelensky là, vous voyez, quand il a dit oui, les 300 milliards russes là, il faut absolument nous le donner parce que comme ça, ben, on va racheter des armes, il va encore une fois les détruire. Mais c'est génial, parce que cet argent-là, on vous le donne, on ne vous le donne pas, personne ne va vérifier, c'est la guerre, on a tout détruit. Ah non, mais c'est génial comme façon de fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Je veux dire, on est d'un côté, on est ruiné avec l'infrastructure qui marche pas et on est obligé d'augmenter nos impôts parce qu'il faudrait bien s'en sortir. Mais de l'autre côté, l'argent qui touche de l'argent dessus, ben c'est les financiers. C'est un petit peu comme avec l'Afrique. Vous savez ça. Donc l'Afrique qui bosse et c'est les autres qui touchent du pognon. Donc maintenant c'est comme ça. Comme dit Mimi, donc on a les usines. En France, on est très content, même si on va dire le financement ou comment est-ce qu'il dit la capitalisation est ailleurs. Il nous prend vraiment pour des cornichons. Enfin bref. En tout cas, ce système-là, il peut pas fonctionner. Et il peut pas fonctionner du tout, du tout, du tout. Et l'euro ne peut pas fonctionner parce que l'euro, c'est une sacrée arnaque. Vous avez remarqué d'ailleurs les Anglais là, qui ont donc les grands chefs donc on va dire des finances mondiales, ils sont bien évités de rentrer dans le système européen de l'euro. Non, non, non. Et en plus, donc, et je vais peut-être m'arrêter là parce que ça commence à être un peu fatigant. J'ai juste une petite remarque à faire. Donc, il serait content de voir si vous allez donc trouver une réponse par vous-même ou pas. C'est les billets, les euros. D'accord? Normalement, donc, si vous regardez bien les billets, donc, bon, il n'est pas écrit que c'est changeant contre l'or, tout ça, donc c'est vraiment un billet c'est juste du billet, c'est juste du papier, quoi, voilà. Mais, il y a une petite signature dans ce billet-là. Une petite signature, il y a juste les signatures, il n'est pas écrit qui c'est. Il n'est pas écrit, donc, ni son poste, ni son nom, ni rien. Le type, il a juste signé, mais on ne sait pas qui c'est. Et c'est quand même intéressant parce que normalement, donc, sur les billets qui appartiennent donc, au pays, la personne qui signe, il s'engage, il engage sa personne là-dedans. Le ministre des Finances, ou, je sais pas, un responsable, directeur des réserves, ou de ceci, cela. Là, on a juste les signatures. On ne sait pas qui c'est. C'est quand même intéressant de savoir à qui il appartient l'euro. Parce qu'on dit oui, c'est la monnaie européenne. Moi, je dis le dollar. Oui, les Américains l'utilisent. Mais le dollar n'appartient pas aux États-Unis. Non, ça appartient au privé. Et l'euro, alors? À qui est-ce qu'il appartient? Voilà. Non, ben, c'est juste comme ça, une question en l'air. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez un peu compris, donc, les principes de lien qui, donc, réunit tout le monde. Voilà. Et je vous laisse deviner par vous-même pourquoi est-ce que l'Europe a implosé. Et si vous ne devinerez pas, ben, écoutez, je vous raconte ça, mais dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis, allez, à la prochaine.